vous remercions, Madame, Messieurs, d'avoir choisi Baraka Télévision et surtout dans son programme L'Honorable de tous les mardis à partir des 21h, un programme politique qui reçoit pour vous les politiciens, mais sur les hommes politiques de la République démocratique du Congo pour que nous puissions discuter de certains points d'actualité avec eux. Et vous le savez, Madame, Messieurs, l'actualité est dominée par ces fameux débats sur la révision de la Constitution et aussi l'opposition qui s'organise des coalitions en coalition. La santé du Sphinx délimité fait parler d'elle. Alors sur ce plateau, je reçois pour vous un acteur politique du mouvement pour la libération du Congo MLC, Monsieur Jean-Jacques Mamba. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir. C'est un plaisir, c'est pour la toute première fois. Le MLC, comment il se porte? Le MLC va très bien. Okay. Je n'ai pas beaucoup de commentaires à faire par rapport à ça parce que toutes les activités vont bon train. Donc voilà, je laisse les commentateurs faire l'actualité, mais en ce qui me concerne, je pense que notre parti fonctionne très bien. Oui, ça c'est ce que vous les dites, c'est vous plutôt qui les dites, mais on dirait qu'on se rend compte, les MLC c'est vide. Hein. Il y a encore les tout récents départs de l'honorable Michel Kabeya, encore du MLC qui part, mais on se pose la question finalement, c'est qui restera aux côtés du chairman avant qu'on ne parle d'un autre départ qui a encore bougé, le MLC qui était celui de l'honorable Jean-Lucien Boussa. Mais vous parlez de qui restera autour du chairman, le président national. Vous avez toute une base, vous avez un nombre de personnes très important, vous avez 22 députés à l'Assemblée nationale, vous avez des députés dans les assemblées provinciales, vous avez le secrétaire général qui est là, vous avez moi-même qui suis en face de vous. Je pense que nous regrettons d'une certaine manière les départs, mais il y a aussi des recrutements, il y a aussi des nouvelles venues. Je pense que vous ne me connaissiez pas. Bon, moi, je suis là. Il y a plusieurs personnes de très bonne qualité qui sont là. Donc, les choses fonctionnent. C'est-à-dire, un parti politique, c'est le lieu où s'affrontent plusieurs convictions. Et à un certain moment, lorsque vous ne vous rencontrez plus vos idéaux, vous pouvez partir librement comme vous êtes venu. Et M. Kabeya, qui est un aîné, a choisi de partir à un moment qui n'est peut-être pas le meilleur, mais nous respectons sa décision et nous prenons acte. Mais est-ce que vous avez fait une étude interne pour que vous vous rendiez compte de ce qui se passe pour qu'il y ait autant de départs comme ça? C'est vrai, je ne dirais pas que vous vous en foutez, mais le fait que ces grandes figures, les figures d'il y a très longtemps qui ont commencé le MLC et partent, mais c'est un sujet qui cloche, n'est-ce pas? Non, le sujet ne cloche pas. C'est-à-dire que la politique évolue. À un certain moment, je pense que lorsqu'une personne s'engage en politique, elle s'engage sur base de certaines convictions qui peuvent être statiques, comme ces convictions peuvent évoluer. Donc à un certain moment, si elles évoluent dans un sens qui ne coïncide pas ou qui ne se matche pas avec les idéaux du parti ou avec la politique du parti ou la position du parti à un moment bien donné, la personne est libre de partir. Il n'y a pas d'étude à faire. En politique, il y a des mouvements, c'est-à-dire que les gens adhèrent en politique, les gens quittent la politique, les gens vont dans divers partis, c'est des choses normales. Il faut un peu contextualiser pour comprendre que finalement, la démocratie, c'est aussi ça. C'est aussi la libre expression, le libre départ, la libre adhésion. C'est tout ça, en fait. Donc, il faut vraiment relativiser. C'est une question qui va peut-être déranger. Est-ce que c'est la tête du secrétaire général actuel qui pose problème? Non, je ne pense pas que ce soit la tête du secrétaire. Vous acceptez sa manière de gérer le parti? Le secrétaire général a comme mission d'organiser ou d'assurer la bonne gestion du parti au quotidien. C'est-à-dire la gestion quotidienne du parti est assumée par le secrétaire général. Et le secrétaire général ne gère pas le parti seul. Nous avons le président national qui est là. Nous avons des dispositions statutaires et des différents organes, c'est-à-dire qu'au niveau des quartiers, vous avez des organes communaux, vous avez des organes fédéraux, c'est-à-dire au niveau des fédérations, et tous ces organes-là fonctionnent correctement. Okay. Donc ce que moi je veux dire, c'est que la responsabilité de départ ou des arrivées, on va même dire ça comme ça, ne dépend pas de la gestion du secrétaire général, c'est-à-dire que vous devez au départ avoir une conviction pour faire de la politique, une conviction pour adhérer dans un parti, et si cette conviction, vous la retrouvez au MLC, vous venez. Maintenant, le secrétaire général dirige le parti sur base des dispositions statutaires et à ce que je sache, elles sont respectées. Et avec les injonctions venant bien sûr du président du parti lui-même. Ne parlez pas d'injonctions parce que notre président est très démocrate. Je pense qu'il a besoin des avis et considérations et c'est sur base des avis et par rapport à ses prérogatives que les décisions sont prises. Il ne décide pas de la haie et de tout ce qui doit être fait. Il recote les avis et par rapport à sa fonction, par rapport à sa qualité, il prend la ligne de conduite qu'il communique au parti. Donc, je pose cette question parce qu'il y a certains qui prétendent être aux côtés du chairman, qui le soutiennent mais qui ne veulent pas rester au sein du MLC.
Vous comprenez les... Non, vous savez que le chairman, il a un aura qui dépasse le MLC. Le chairman, ce n'est pas simplement le MLC. Je ne pense même pas que ceux qui ont voté le chairman en 2006 sont tous du MLC. Je parle de ceux qui sont au sein du MLC. Voilà, mais ceux qui sont partis et qui disent qu'ils soutiennent le président Jean-Pierre Bemba, mais c'est une très bonne chose. Ils ne sont pas les seuls. Il y a même des gens PPRD qui soutiennent le président Jean-Pierre Bemba. Donc, c'est un aura national, hein, et je pense que c'est tout à fait compréhensible que vous ayez des gens qui disent je ne veux pas être au MLC, mais je soutiens Jean-Pierre Bemba. Pour nous, c'est tout avantage. Donc, le jour que le président sera ici à Kinshasa, il aura beaucoup d'électeurs. Ça ne pose aucun problème. Merci. On entre maintenant dans l'actualité. On parle de la révision de la Constitution. Il y a le MLC qui se coalise avec d'autres partis politiques de l'opposition pour lutter contre ces projets de la révision de la Constitution. Le MLC se fonde sur quelle base, par exemple, quant à ceux? Bon, vous savez, nous avons intervenu plusieurs fois. On essaie d'éviter des redites. Chez moi, c'est la première fois. Oui, la problématique est simple. Il y a un point de vue purement légal et un point de vue que nous défendons qui est éthique, le point de vue du bon sens. D'un point de vue légal, la Constitution permet ou prévoit des articles qui modifient les articles verrouillés, c'est-à-dire qui permettent la modification des articles verrouillés par voie référendaire. Le focus fait actuellement, c'est un focus sur l'article 220. Oui. Est-ce que légalement on peut reviser cet article? Oui, on peut, sur base de récolte de signatures, en référendum, ainsi de suite. Donc du côté légal, la question a sa réponse. Sa réponse se retrouve dans la Constitution. Donc c'est positif, on peut le faire? Légalement, on peut le faire. Oui. Mais nous sommes sur le plan éthique, sur le plan de la responsabilité, sur le plan moral. Et sur ce penchant-là, nous disons, nous MLC, que ce n'est pas opportun, ce n'est pas nécessaire. Et ça sera néfaste parce que nous renverrons un mauvais signal. Le pays a pris de l'élan. Mobutu a pris le pays pendant 32 ans. Il n'avait jamais organisé des élections crédibles. Nous avons commencé avec un cycle électoral après les guerres. En 2006, ce n'était pas parfait. En 2011, c'était calamiteux. Maintenant que nous sommes à la dernière échéance, c'est-à-dire 2016, nous demandons au président de la République, nous demandons à sa majorité, nous demandons à nos amis de la majorité de respecter des règles élémentaires de la démocratie en laissant le jeu continuer. C'est-à-dire que si la loi prévoit qu'il y ait 2 mandats, renvoyons un bon signal au niveau de nos partenaires, limitons-nous à ces mandats-là. S'il y a un autre leader au niveau de la majorité qui prétend continuer la vision du chef de l'État, que ce leader se fasse connaître, qu'il se présente et qu'il continue, qu'il brigue le mandat. S'il gagne, tant mieux, ce que je doute d'ailleurs. S'il ne gagne pas, qu'il laisse l'alternance faire parler d'elle-même. Loin de moi l'idée de savoir ce que vous avez fait comme étude, bien que ce n'est pas aussi un péché s'il faut demander, mais entre l'éthique, la morale et la légalité, qu'est-ce qui prime? Parce que c'est là aussi que la majorité... Je vous explique. La majorité s'est fondue sur cette base aussi. Ouais. Ce qui prime, c'est que la politique de police, c'est la gestion de la cité, c'est gérer les humeurs des gens, s'assurer que le pays fonctionne correctement, que la paix y règne et que les choses vont bon train. Lorsque dans les pays occidentaux, les gens démissionnent, ce n'est pas parce qu'ils sont impliqués. Même pendant la période d'enquête, lorsqu'il y a une affaire qui touche leur champ de responsabilité, ces personnes préfèrent démissionner pour permettre à la justice ou à l'enquête d'avoir tous les outils nécessaires et tout le chemin nécessaire pour aboutir à des conclusions. Okay. Mais ce mécanisme-là de démission, c'est un mécanisme éthique. Ce n'est pas qu'il y a un article ou des articles qui prévoient que lorsqu'une affaire commence, la personne doit démissionner. Mais simplement que ce sont des us qui caractérisent les sociétés évoluées. Ça veut dire que ce que nous disons, c'est que vous pouvez avoir la possibilité. Je vous donne un bête exemple. La majorité aujourd'hui a une majorité au Parlement. Donc alors, prenons le cas où disons que la majorité décide aujourd'hui de refus de payer les fonctionnaires. C'est un exemple par l'absurde. La majorité décide ou elle décide que le salaire du fonctionnaire sera de 5 000 francs. Okay. Légalement, la majorité peut le faire. Parce qu'elle a une majorité mécanique, elle peut la faire passer. Mais est-ce que du point de vue éthique, est-ce que ça répond? Est-ce que ça résout un problème et de bon sens? Donc la Constitution balise les modalités de la gestion de la cité. Le bon sens et l'éthique renforcent la cohésion nationale. Le bon sens et l'éthique donnent la possibilité aux gens d'aller vers une direction commune qui soit acceptée par tous. Et c'est pour cela que nous disons que oui, il y a la Constitution comme outil, mais le bon sens en politique, le patriotisme en politique, ce sont des choses, ce sont des valeurs que nous devons cultiver pour que nous renforcions la cohésion et que nous allions faire... Mais eu égard des intérêts, hein, je crois que la majorité présidentielle va s'en foutre peut-être du bon sens ou de la morale, parce que bon, pour eux, l'essentiel, c'est de faire briguer encore un 3e mandat au chef de l'État, d'où la légalité va le protéger.
nous avons bien assisté, ils ont fait passer de 1 tour à 2 tours, ils peuvent faire passer plusieurs lois, ils porteront la responsabilité de l'histoire. Vous savez, Mobutu, il a fait 32 ans. Aujourd'hui, je ne pense pas que, d'ailleurs son corps n'est même pas encore rapatrié ici, je ne pense pas que lorsqu'on parle de lui, nous disons des choses positives. Aujourd'hui, si vous avez les moyens de vos actions, c'est-à-dire que vous avez une majorité avec laquelle vous pouvez faire tout passer, faites-le. L'histoire s'écrira. Parce qu'il n'y a rien qui est éternel dans ce pays et nulle part ailleurs. Donc s'ils veulent écrire l'histoire dans le sens de multiplier des agressions démocratiques sur base d'une majorité mécanique, ils peuvent le faire, ils en porteront la responsabilité, mais je vois déjà que le MSR se prononce pour un débat interne et je ne pense pas qu'il y a unanimité. On va y arriver, ouais. Je ne pense pas qu'il y a unanimité autour de ce projet, d'autant plus que le chef de l'État, M. Joseph Kabila, jusqu'à preuve du contraire, ne s'est même pas encore prononcé. Donc donnons-lui la possibilité de se prononcer et peut-être que les débats deviendront encore beaucoup plus virulents et beaucoup plus probants en ce moment-là. Mais bon, jusque-là, on est dans des hypothèses. Et comme la politique est anticipative, les gens préfèrent déjà parler de ces sujets avant que le pire n'arrive. Prenons seulement le cas du MSR. Est-ce que vous ne pensez pas que c'est de l'amalgame que le MSR essaie d'amadouer la population? Parce que un parti qui se trouve au sein de la majorité présidentielle, alors que tous les autres partis de la majorité sont d'accord pour la révision, mais bon, il fait semblant de ne pas être d'accord. Mais est-ce que ce n'est pas pour amadouer la population pendant un temps et puis après il va lâcher l'éponge, il va rejoindre les autres partis? Je ne sais pas comment fonctionne la majorité. Je n'ai même jamais lu la charte de l'AMP. Donc je ne sais pas comment ils sont organisés et je ne sais pas vous affirmer ou vous infirmer qu'il y a unanimité autour de cette question-là. Je remarque simplement, comme vous, que le MSR fait une sortie pour le moins hasardeuse dans laquelle il dit, écoutez, ce genre de questions doivent être débattues en interne. Que ça soit de la surenchérie, que ça soit du chantage, ça c'est à leur niveau, c'est leur organisation. Ce que nous disons, et nous ne sommes pas les seuls à le dire, donc nous le disons, la communauté internationale le dit, la société civile le dit, qu'il n'y a pas nécessité de modifier l'article 220. Rappelez-vous qu'en 2006, il y a eu l'EUFOR. C'est-à-dire que nous avons des partenaires qui ont soutenu des processus électoraux, qui ont donné de leurs fonds, de leurs moyens, qui ont donné de leurs hommes, du matériel, de la logistique pour que tout se passe bien. Ce sont ces mêmes partenaires aujourd'hui qui nous disent, voilà, nous avions aidé pour que la démocratie fonctionne correctement en 2006, en 2011 un peu moins, mais pour autant que vous respectez les règles démocratiques, nous sommes encore prêts à soutenir le processus, parce que sans une démocratie réelle, responsable, alors démocratie réelle, responsable, consciencieuse et une démocratie d'éthique, le pays n'ira pas de l'avant. Donc on ne va pas faire un débat socio-économique parce que bon, j'aime aller sur ce terrain-là, mais notez très bien que la démocratie est un outil qui nous permettra, une démocratie éthique et responsable est un outil qui nous permettra d'aller de l'avant. Est-ce que le MSR, je ne vous prends pas sur son porte-parole, est-ce que le MSR sera attendu par d'autres partis de la majorité présidentielle selon l'étude que vous allez peut-être faire tout à l'heure? Parce que je vois mal même ceux eux-mêmes ont été le premier à lancer les débats et par après quand il faut renchérir, il faut venir dans des plateaux de télévision pour argumenter votre discours. Ben écoutez, c'est les refus, c'est genre ben écoutez, on a déjà parlé, contentez-vous des images que vous avez prises. On se rend compte que c'est pas un truc qui est venu du fond de cœur. Ce n'est pas une histoire de cœur et ne me transformez pas en porte-parole du MSR. Je l'ai dit au début. Pour discuter de ce que le MSR a dit, nous avons, en tant qu'observateurs, vous et moi, constaté qu'il y a eu une sortie. Nous apprécions que le MSR ait affiché une indépendance d'esprit. Ouais, parce qu'on dirait l'opposition est enchantée de cette démarche. S'ils ne veulent pas, ou ils ont la peur au ventre d'aller jusqu'au bout, ou qu'ils ont reçu des menaces, ça c'est au niveau de leur organisation. Nous, dans l'opposition, nous sommes libres de dire, et nous le dirons tous les jours, que cette constitution, ou le changement de cette constitution est inopportun, et nous garderons cette ligne jusqu'à la fin. Maintenant, bon, MSR, ARC, PPRD, ben, ils trouveront bien un équilibre pour nous dire finalement qu'est-ce qu'ils ont décidé et nous acterons et nous allons continuer notre combat. Vous avez parlé de la communauté internationale, on prend le cas des États-Unis parce que là où le chef de l'État s'est rendu participer au forum États-Unis-Afrique, il y a également un truc du genre qui a été décidé, qui a été proposé et le gouvernement congolais parle de l'ingérence ou l'immixtion dans les affaires privées d'un pays. Est-ce que vous pensez que la voix américaine peut être entendue pour le bon fonctionnement de la République démocratique du Congo, surtout quant à la révision de la Constitution? Écoutez, vous savez, lorsqu'un pays, tous les pays ont presque l'obligation d'être souverains, c'est-à-dire la souveraineté d'action et de décision, la souveraineté de gestion aussi du pays ou de la chose publique. Mais il ne faut pas que nous entrions dans des cas de figure paradoxaux.
Dans la mesure où vous réclamez d'une part être souverain, et d'autre part, pour fonctionner, vous avez besoin de l'aide extérieure. Ouais. Donc là, en ce moment-là, c'est du faux. La main qui donne, c'est celle qui dirige. Aujourd'hui, nous avions été incapables, sans l'apport de la MONUSCO, de ramener la paix dans l'est du pays. Donc, il y a des Onusiens qui sont morts sur le champ de bataille. Nous avons reçu via l'accord du cadre d'Addis Abeba un soutien massif de nos partenaires pour mettre un terme à cette aventure. OK ? Vous regardez le budget de l'année passée, il me semble qu'il y a de 2013, 2012-2013, il y a plus de 50% de ce budget qui est constitué en termes de recettes d'attente de l'aide extérieure. Donc dans des conditions comme celle-là, c'est-à-dire des conditions de faiblesse régalienne, des conditions où l'État est dans l'incapacité d'assurer le minimum de ses fonctions régaliennes, dans des scénarios de ce genre-là, il est presque anodin de réclamer ou de se prétendre être souverain. Pour preuve, toutes les questions brûlantes du Congo sont discutées ailleurs. Il y a eu plusieurs sommets dans notre pays. Lusaka, Sand City, on ne part que de sommet en sommet. Donc si nous étions souverains, nous serions assez responsables pour traiter de nos questions nous-mêmes. Et le plus criant, c'est que nous avons les ressources pour, mais nous ne sommes pas organisés. Donc, pour revenir au cas des États-Unis, les États-Unis font venir 50 chefs d'État pour faire une leçon de morale, pour expliquer qu'ils veulent investir. Oui, c'est une très bonne initiative. C'est un investissement sous certaines conditions qui sont notamment le respect de la démocratie, des règles élémentaires, le refus de changement intempestif de constitution aux fins de sauver le destin d'un Est-ce que, M. Jean-Jacques, je vais vous laisser finir, est-ce que cette partie ou cette portion a été choisie à dessein parce qu'on savait qu'il y avait certains pays d'Afrique qui pensaient déjà à réviser leur constitution? De par l'histoire ou de par connaissance. Ça fait un moment que les États-Unis suivent. Vous savez, l'Afrique, et notamment notre pays, qui est l'un des plus grands et plus riches d'Afrique, fait l'objet de convoitises de plusieurs investisseurs. On a vu la Chine se ruer en Afrique, précisément aussi au Congo, en Angola, un peu partout. Nous avons un potentiel de croissance qui est très élevé. Et en fait, il est dû par rapport au fait que nous n'avons rien. Depuis les indépendances, nous n'avons pas beaucoup avancé. Donc, nous avons encore des ressources qui ont été modérément exploitées. Donc, il y a encore de l'avenir pour nous. Okay ? Et un investisseur s'intéresserait bien au pays. Mais ce qui se passe, c'est que, vous pouvez vous rappeler de la zaïrianisation, le cadre ne laisse pas assez de garanties ou n'offre pas assez de garanties pour permettre à de bons investisseurs d'arriver. Maintenant, pour revenir à votre question de la Constitution, oui, il y a Blaise Compaoré, il y a le Sassou Nguesso, il y a un focus sur tous les présidents qui on parle pratiquement des 30 pays, et même d'autres sont encore en gestation. Qui ont déjà fait plus de 10 ans au pouvoir, et il y a des règles scientifiques qui parlent de l'usure en politique, c'est-à-dire qu'il faut du sang neuf, il faut de nouvelles idées. Et sur base de ces règles scientifiques et de l'expérience que connaissent les pays comme les États-Unis, qui ont limité le mandat à 4 ans et 2 fois pas plus. Des nouvelles figures qui viennent. Il y a des nouvelles figures qui viennent et qui continuent l'élan, parce qu'en fait, il y a un principe de la continuité de l'État. Ceci dit, le chef de l'État, Joseph Kabila, il a un actif, il a un passif. Mais il peut aussi donner la possibilité, en respectant les règles élémentaires de la démocratie, en respectant la constitution actuelle, donner la possibilité au pays de s'offrir une alternance qui pourra continuer le travail que lui, il a commencé. Peut-être qu'il est dans ce schéma-là, mais les personnes qui l'entourent ne le sont pas. Et ces personnes-là le poussent vers la faute. Moi, j'appelle ça une faute. Bon, les États-Unis reviennent sur ces questions-là pour dire, écoutez, vous avez tout intérêt à installer de la démocratie éthique et responsable dans vos pays. Alors, il y a les chefs d'État africains qui veulent s'appuyer sur les outils de la Constitution pour dire que ce que nous faisons est légal. Ça peut être aussi qualifié de démocratique. Mais ce n'est pas démocratiquement éthique et responsable de faire de telles choses, parce que vous n'allez pas me dire que dans ce pays, que ce soit Burkina, que ce soit Brazzaville, il n'y ait pas des gens susceptibles et capables de gérer et de devenir président de la République et de faire mieux. Le mieux dans la vie existera toujours. Les Américains disent que nul n'est indispensable. Donc, créons des institutions fortes, des mécanismes forts. Mais quand on parle la raison de pouvoir commencer un travail qui, au vu de tous, est inachevé, donc il faut encore lui laisser un autre mandat pour pouvoir achever le travail qu'il a commencé. Les fameux 5 chantiers que vous connaissez. Il y a, comme on dit, la continuité de l'État. Ça avait commencé avec les 5 chantiers. Bon. Après, on a parlé de la révolution de la modernité. Pendant cette campagne-là, nous avions vu des affichages de TGV, alors qu'on n'a aménagé aucune gare. Pour ne prendre que la gare centrale, la gare de la capitale n'a même pas été aménagée. On a ramené des locomotives de l'Ukraine de 1940 qui n'ont pas fonctionné.
Non, ce que je veux dire, c'est ceci. Le président lui-même. Donc il n'y a pas harmonie entre les photos qu'on nous montrait et ce qu'on construit. Non, ça c'était de la propagande. Et l'image et la réalité ne se ressemblent pas. De la propagande sauvage. Le chef de l'État lui-même, à un certain moment, je crois qu'il était dans son salon, il s'est assis et puis il a regardé autour de lui, il n'a vu personne. Il a dit qu'il ne lui faut que 15 personnes autour de lui. Vous vous rappelez sa sortie dans le New York Times, que 15 personnes autour de lui pour développer ce pays. Nous sommes à 70 millions, mais il n'avait même pas 15 personnes. Non, mais puisqu'ils sont pleins, pas, parce que depuis qu'il a dit jusqu'à aujourd'hui, il n'est pas revenu sur ce discours, peut-être qu'il a trouvé 15 personnes. Il y a 70 millions d'habitants, peut-être 1 million d'intellectuels, mais le président de la République cherchait 15 personnes. Donc, pour vous dire dans quelle difficulté il se trouve, les personnes qui lui ont proposé ces différents concepts... Il ne les a pas toujours trouvés, selon vous, M. Jean-Jacques. Attendez. Les personnes qui lui ont proposé ces différents concepts, qui sont venues lui dire que président de la République, pour que ce pays aille de l'avant, ou pour qu'on vous réélise, il faut élargir le boulevard. Président de la République, pour qu'on vous réélise, il faut faire ceci, il faut faire cela. Si ces personnes ne sont pas venues lui présenter des priorités socio-économiques, c'est-à-dire le but même de l'existence des gens sur Terre, le manger, la scolarisation, la santé et tout ça, ces personnes n'ont pas fait un focus là-dessus. On lui a dit, si vous faites des infrastructures, on va vous appeler Sissabi Limbu, et comme on a dit à l'époque du maréchal Mobutu, on lui avait dit la même chose. Donc pendant ces 10 premières années... Tomoto Mbele, donc pendant ces 10 premières années, il s'est évertué à construire, et même à un certain moment, l'ivresse, il a dit, entre moi et le peuple zérois qui doit qui, parce qu'il avait fait le stade. Il a commencé à citer tout ce qu'il avait construit. Donc, si le président Joseph Kabila a eu le même type de conseiller, je comprends qu'il soit dans une situation qui est difficile. Parce que actuellement, en dehors du bilan qui n'est pas clair, de la vision qui n'a pas été claire, la majorité a des difficultés de prouver qu'elle a amélioré les conditions de vie des gens durant les 17 dernières années, parce que nous parlons depuis 1997 avec l'avenue de l'AFDL. Et ces difficultés nous amènent dans des débats stériles sur la Constitution et ainsi de suite, alors que nous devrions parler sur les avancées, nous devrions évaluer les 5 chantiers, évaluer la révolution de la modernité et tirer les conclusions qui s'imposent. Donc cela n'est pas fait. Alors on nous dévie vers des choses qui sont plus ou moins importantes pour eux, dans le cadre de la continuité du pouvoir, alors que les populations continuent de mourir. Ils s'y attellent pas parce que pour eux c'est un pari gagné. Ils ont fait quelque chose qui, à travers, aux yeux du monde, c'est réussi. On parle de la stabilisation macroéconomique, le taux de change est resté le même depuis que le chef de l'État a accédé au pouvoir et depuis qu'il a même mis sur place le gouvernement Matata Ponyo. Tout ça sont des éloges que la majorité présidentielle se donne. Mais je crois que vous, en tant qu'opposition, vous devez également... Il y a des experts de l'économie monétaire qui peuvent vous expliquer les différents mécanismes par lesquels on s'est bloqué de manière très fictive un taux de change. Ça passe par le blocage de la masse monétaire, ainsi de suite. Dès l'instant que nous n'arrivons pas à changer le franc congolais à l'étranger, c'est-à-dire que nous avons une monnaie sans valeur, vous n'irez nulle part, dans aucun pays voisin, vous pouvez aller avec du franc congolais et le changer. C'est-à-dire que c'est une monnaie qui n'a pas de valeur. Je ne suis pas monétariste, donc je vais éviter d'aller très très loin dans ce genre de considération, mais vous ne verrez jamais dans des pays normaux des gens faire un débat pour une campagne présidentielle ou pour faire un bilan en vous parlant des ponts et des routes. Ce sont des choses normales qu'un gouvernement fait et il les fait avec les fonds de l'État, avec l'argent du pays. Les gens se targuent sur des avancées socio-économiques en termes de revenus par habitant, amélioration des conditions sanitaires, amélioration de l'environnement, diminution du taux de chômage. Ça, ce sont les vrais débats de société. Vous n'allez jamais voir en France des gens discuter où vous aviez suivi la campagne, il y avait Sarkozy et Hollande, ils ont fait un débat contradictoire. Vous avez entendu quelque part Sarkozy dire vous savez, moi j'ai élargi le boulevard. Non, on ne parle que des problèmes des gens. Parce que la politique a comme fonction principale de régler les problèmes des gens. Ici, on ne règle pas les problèmes des gens. Ici, on règle des comptes. C'est-à-dire, on prend des photos, on fait ça, on prend une photo, on amène des caméras. Voilà ce qu'on a fait. Non, les gens se réveillent le matin qui s'inso à Kimwenza sans courant. Moi, déjà, je vous parle, je n'ai pas l'argent pour payer les frais de scolarité de mon premier fils. Là, c'est bientôt, je n'ai pas les moyens. Les gens se posent des questions sur ça. Voilà, c'est-à-dire que les gens ne sont pas dans la photographie, dans les images. Les gens, en se réveillant le matin, ont des questions essentielles pour lesquelles, depuis 12 ans, il n'y a pas de réponse. Donc, voilà le vrai problème. D'accord. Vous avez... évoquer également les problèmes des États-Unis. D'ailleurs, c'est là qu'on connaît. Mais la présence des opposants tels que
Martin Fayoulou, Clément Kankou et les autres qui sont, eux, partis assister à une conférence parallèle sur la démocratie. N'est-ce pas que ce serait également une façon pour l'opposition congolaise de faire entendre sa voix aux yeux de la communauté internationale, quand même que le gouvernement congolais n'accepte pas cette démarche et dit que c'est... D'ailleurs, la cérémonie officielle, c'est au cours de laquelle le chef de l'État a été invité, et ceux-là de l'opposition étaient dans une cérémonie qu'on peut, entre guillemets, appeler annexe ou parallèle, donc sans presque pas d'importance. Voilà. Non, ça, ce sont des débats stériles. Le NED a invité les opposants, comme il a invité les membres de la majorité, pour s'expliquer sur certaines questions et pour en tirer les conséquences. Donc il y a M. Kamere qui était là, notre secrétaire général, M. Thomas Louaka, l'honorable, il était là, M. Fayoulou, M. Bochab, ainsi de suite. J'ai même vu quelques vidéos par rapport à ces échanges-là. Okay. Il n'y a pas de polémique utile que de comparer le sommet proprement dit avec la rencontre au sein du NED. Ce n'est pas ça la question. Le plus important pour ce cas de figure, c'est de savoir pourquoi est-ce que les Américains se sont donné la peine simultanément d'inviter les chefs d'État et d'organiser des rencontres, entre guillemets, informelles soient-elles, pour entendre les deux sons de cloche, c'est-à-dire argument contre argument. Comment est-ce qu'un pays peut avoir un focus sur le Congo? Et moi, je vais vous dire pourquoi. Vous prenez Kampaoré, vous prenez Sassou. Vous savez, quand vous allez à Brazzaville, moi, j'ai eu l'avantage dans ma vie de faire beaucoup de pays d'Afrique. Lorsque vous allez à Brazzaville, le huissier gagne en moyenne $300. Ça veut dire 6 fois le salaire de notre huissier congolais. Et cela est pareil au Burkina Faso. Cela est pareil à Kigali. Dans tous ces pays-là, finalement, où la démocratie n'est pas parfaite et où les gens veulent s'éterniser au pouvoir, il y a des efforts socio-économiques qui sont faits. Et donc, dans ces pays-là, les fonctionnaires ont la possibilité d'envoyer leurs enfants à l'école. Ici, l'hôpital du Cinquantenaire va coûter 25 000 francs pour la consultation, et un fonctionnaire, s'il ose y aller, c'est la moitié de son salaire. Donc s'il a des enfants, c'est terminé. Alors, ce que moi je veux vous dire, c'est quoi? C'est que cet intérêt est lié au paradoxe qui existe entre notre potentiel, c'est-à-dire les ressources dont nous disposons, et notre réalité quotidienne. Il y a un contraste qui est tellement frappant que ça pousse les gens à s'intéresser. D'où cette question éternelle qui existe toujours, c'est à qui profite cette richesse, parce que le Congolais... Je vous explique. Je l'ai dit dernièrement, j'étais sur une émission, là, Télé 50 et tout ça. Il y a des questions importantes dont on peut parler. Vous savez, les émoluments de nos honorables, que je respecte beaucoup, là n'est pas la question. Dans la fonction publique, ou lorsque les gens sont payés par l'appareil étatique, donc c'est-à-dire toutes les fonctions étatiques, les fonctions de représentation, donc dans les assemblées, les députés et tout ça, et puis vous avez l'administration même de la fonction publique, il faut qu'il y ait des ratios. C'est-à-dire, on dit, bon voilà, comme dans certains pays, on dit, bon, si le ministre gagne 10 000, il y a un SMIC qui est fixé à 1 000. On dit que le ministre en Belgique c'est 1,850, donc ça veut dire que le huissier a 1000 et le ministre a 8050 sans tenir compte des autres avantages. Le salaire est connu et il est publié, on en parle même au journal télévisé, on connaît les chiffres exacts et tous les ministres payent leurs impôts. Vous avez une majorité. Ça veut dire que comme nous avons un pays qui est majoritairement pauvre, ce sont les pauvres qui vous ont donné ce mandat. Oui. Mais vous n'avez même pas été capable en 12 ans de vous battre pour élever le salaire minimum garanti, donc le SMIC, ou le salaire du fonctionnaire huissier. Et nous sommes restés dans des proportions de 250 fois le salaire d'un huissier pour un député, 300 fois le salaire d'un huissier pour un député. Et vous verrez, il y a toujours des huis clos lorsqu'on doit augmenter les émoluments, mais il n'y a jamais eu une majorité qui nous a dit... Et dans ces huis clos, il n'y a pas que la majorité qui prend part, hein, il y a même l'opposition. D'ailleurs, vous savez, avant même qu'il y ait cette convocation de débat sur le huis clos, la plupart des fois, c'est les députés de l'opposition qui en demandent. Hein. Attendez, ouais, vous savez, l'opposition n'est pas une blanchisserie. Je ne suis pas en train de vous dire que c'est parce que vous avez l'étiquette d'opposant que vous êtes responsable et que vous respectez l'éthique. Ce n'est pas ce que je vous ai dit. Je vous explique le mécanisme. Oui. Mais je vous parle de la majorité. Parce que même si c'était une intention de l'opposition d'augmenter les émoluments de manière exponentielle, la majorité pouvait bloquer cela. Parce qu'elle a la majorité. Oui. Donc c'est la majorité qui détient, au fait, donc quand elle accepte, c'est qu'elle trouve son compte, voilà. Elle trouve gain de cause. Or, elle a été mandatée par une majorité de pauvres. À qui elle a présenté des photos,
elle a présenté beaucoup de choses, hein, c'est-à-dire en termes des sacs d'image et tout Berry, ça, voilà. Mais que dans les faits, c'est celle qui passe en dernière. C'est celle qui... Vous savez, la dernière décision, avant, lorsqu'on payait par banque, on nous a crié ici bancarisation, en oubliant que la BCZ payait déjà ses agents par compte bancaire à l'époque, hein, il y a très longtemps, à l'époque de Mobutu. On nous a parlé de bancarisation